Donc la dernière fois, on en était resté enfin, en plein milieu d'une question et tu étais en train d'expliquer à quel moment tu avais décidé de changer de métier, en fait. Pourquoi à ce moment-là, précisément? Oui, Ouais. oui. Donc, donc, effectivement, il y a 2 jours, j'étais en train de dire. euh, Mm. Oui, du coup, non, non, ça se voit un peu au niveau des vêtements qu'on n'est plus la même oui, jour. oui, ça, c'est plus la même soirée. Alors, j'étais en train de dire, alors je sais pas exactement quand j'ai commencé à introduire le problème. En fait, j'en avais parlé un petit peu avant. Bon, évidemment, en fait, il y a des raisons multiples. Il y a déjà, de toute façon, j'avais prévu de ne pas enseigner de la philosophie toute ma vie. Enfin, j'ai jamais envisagé que je pourrais enseigner la philo pendant 40 ans. Je voulais devenir psychanalyste à 18 ans et donc c'était programmé, c'était vraiment le temps de terminer ma propre cure. Donc il y avait cette idée-là. Après, je pensais que je tiendrais un peu plus longtemps comme professeur de philosophie. Donc il y a évidemment les raisons, on va dire, conjoncturelles qui sont que les conditions d'enseignement sont quand même extrêmement difficiles, très variables en fonction des établissements. Mais c'est vrai que justement, les 2 dernières années, moi, j'étais dans un établissement plutôt tranquille par rapport à ce que j'avais pu connaître avant. Donc, je ne crois pas que. Enfin, évidemment, il y a une fatigue professionnelle qui est quand même assez rapide à l'éducation nationale, fatigue morale, fatigue physique, nerveuse, enfin, pour des raisons évidentes. Euh, voilà, mais c'est vrai que outre ça, je crois qu'en fait, ce qui a été la raison la plus profonde, bon, enfin, c'est vrai que c'est pas négligeable, que j'avais le sentiment de ne pas pouvoir enseigner, enfin, comment dire, pratiquer ce métier tel que je l'avais conçu initialement. Enfin, c'est-à-dire, je pouvais pas faire un cours conformément à la représentation idéale, entre guillemets, que j'avais d'un cours de philosophie. Alors, c'est sûr que par expérience, on apprend à renoncer à l'idée idéale qu'on se fait des choses en général, mais là, c'était peut-être un petit peu trop de concessions à faire. Donc il y a un moment, c'est un petit peu ce que dit Christophe Dejour d'ailleurs, hein, ça s'applique aussi à d'autres corps de métier évidemment. Enfin voilà, mais il y a un moment où on est vraiment la façon dont on doit pratiquer un métier contrevient beaucoup trop à la façon dont on se représente quand même l'essence même de ce métier. Et donc à ce niveau de contradiction pratique quotidienne, ça devient impraticable en fait. Parce qu'on a l'impression de se trahir vraiment. Donc c'est plus vraiment jouable. Enfin, de se trahir et ou comment dire, de surcompenser le dysfonctionnement de l'institution en le payant de sa propre santé mentale et psychique en permanence, tout en étant puni, puisque, enfin, moi, ce que j'avais constaté, c'est que plus on travaille à l'éducation nationale, plus on est pénalisé, en fait, dans la mesure où il faut pas, voilà, sans vouloir rentrer dans des considérations trop, on va dire, polémiques. Mais le travail n'est pas récompensé. En tout cas, le travail tel que moi je me le représente n'est pas forcément récompensé. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, c'est vrai qu'il y a cette position impossible de devoir à la fois être dans une forme de surcompensation, de faire du surtravail pour pouvoir continuer à agir conformément à son propre système de valeurs et en même temps de rencontrer, on va dire, une absence de soutien à tous les niveaux quand on fait en même temps ce surtravail. Et donc, c'est ensuite cette espèce de conflit permanent. Et donc, il y a ça, évidemment, enfin, je ne vais pas totalement le mettre en parenthèse, mais par ailleurs, pour moi, la raison la plus profonde se joue au niveau d'une transformation psychique qui, d'ailleurs, s'est vraiment faite au cours de ma propre cure psychanalytique. Euh, et notamment à l'occasion d'ailleurs de la dépression qu'on avait évoquée dans le dernier épisode, c'est que en fait, ça ne m'intéressait plus d'être dans la position de la personne qui savait, voilà, qui disposait d'un savoir. Et quand même, quand on est professeur par excellence, on est dans cette position dogmatique. Je ne dis pas la dogmatisme au sens vraiment de l'étroitesse d'esprit et du fait d'avancer des positions sans les justifier. Mais là, je le dis vraiment au pur sens de quelqu'un qui quand même est censé être l'être sachant. Alors c'est intéressant évidemment parce que justement le psychanalyste est aussi l'être supposé savoir, mais précisément, il est supposé savoir et la réalité, c'est qu'il ne sait pas. Tandis que le professeur est supposé savoir et il vaut mieux qu'il sache quand même. Euh, donc, euh, donc l'idée, c'est le professeur n'est pas censé déchoir tout à fait de sa position d'être supposé savoir.
Même si, bah, je crois qu'on avait d'ailleurs évoqué toutes les deux le fait que si, bien sûr, qu'il y a des situations de dépassement du maître par l'élève, que d'ailleurs c'est un petit peu la finalité de l'enseignement aussi, que c'est la meilleure chose qu'on puisse souhaiter, Oui. connaître, et je l'ai un peu connu à l'échelle de ma carrière, honnêtement, j'ai connu des élèves qui me mettaient en échec, ou dont je me disais en tout cas, ils ne me mettaient pas nécessairement en échec du point de vue de la philo, parce qu'évidemment, il y a quelques années de formation qui séparent toujours de l'élève, donc c'est pas vraiment possible de réduire cet écart. Mais où je me disais clairement que ces élèves étaient plus forts que je ne l'étais à leur âge, et où du coup ils avançaient à pas de géant, et où je me rendais bien compte qu'il y avait, et où il y avait un génie et une sensibilité philosophique propre, très singulière, qui leur permettait parfois d'avoir une compréhension intuitive de certains auteurs que j'avais jamais eu jusque-là. Donc évidemment qu'on apprend aussi de ces élèves, et voilà, je ne veux pas non plus donner une image caricaturale des choses. On n'est pas simplement l'être sachant face à des gens qui sont totalement ignorants dans la situation d'enseignement, mais quand même, là, on parle d'élèves assez exceptionnels. Donc, c'est des situations qui sont quand même un peu périphériques, qui sont un peu quasiment anecdotiques, en fait, à l'échelle de la pratique générale de l'enseignement, où on est quand même dans la position de la personne qui sait. Et Oui. et en fait, même pour des élèves très forts qui ont besoin, et c'est normal en fait, enfin, c'est ce qu'on peut légitimement attendre d'un professeur, qui ont besoin que le professeur incarne une certaine autorité, une figure tutélaire, peut-être parfois une figure qui est concurrente par rapport à l'autorité parentale, parce qu'il y a aussi beaucoup cette demande chez les élèves, enfin, il y a évidemment une demande affective tout le temps, pour des élèves qui sont un peu parfois captif de situations familiales douloureuses, dysfonctionnelles pour plein de raisons. L'école, c'est quand même une bulle d'air, en fait, une respiration et peut-être aussi parfois un lieu de transgression par rapport à cette famille, justement parce qu'il y a des figures d'autorité ben, concurrentes et qui seront peut-être reconnus comme étant plus légitimes par les élèves. Et donc, parfois, un professeur, justement, parce qu'il est compétent ou parce qu'il est perçu comme intelligent ou disposant d'un certain savoir, et ben, est justement rassurant pour l'élève parce que il n'est peut-être pas comme le parent, comme le parent obtus ou le parent qui ne le comprend pas. Ou donc, il y a toujours aussi parfois cette demande, enfin, il y a parfois cette demande affective de certains élèves. Malgré tout, on est dans cette position et moi, je me suis retrouvée à un stade où, comment dire, l'expérience de la dépression pour moi a Ah, correspondu au fait que ben, je ne savais plus, parce qu'en fait, je ne savais plus comment vivre, je ne savais plus comment affronter les problèmes de l'existence. J'étais moi-même justement mise en échec de façon assez radicale, c'est-à-dire que toutes les ressources que j'avais mobilisées jusque-là, qui étaient essentiellement des ressources philosophiques, était totalement insuffisante pour faire face à l'effondrement psychique dont je faisais l'expérience. Et donc, me retrouver devant les élèves, toujours dans cette position d'autorité et finalement de maîtrise, parce que j'avais moi-même identifié le discours philosophique à un discours qui est un discours de maîtrise, de domination des affects. C'est quand même l'idée d'avoir un empire sur soi-même, sur ses émotions, sur ses affects. Bon, peut-être aussi parce que j'avais cette orientation très platonicienne, mais il y avait quand même cette idée de la raison qui doit dominer euh, et tout le reste. Et je ne pouvais plus incarner ça en sachant que de façon existentielle et immédiate, subjective, c'était quelque chose qui avait été radicalement invalidé en fait par l'expérience. Et peu à peu, en fait, ça s'est confirmé. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'essayais de revenir parce que ensuite j'ai guéri en fait de la dépression. J'ai quand même commencé à aller mieux. Et je me suis rendu compte que le fait de guérir de la dépression ne me permettait pas de coïncider à nouveau avec la position du professeur. C'est-à-dire que en fait, il y avait eu une transformation à l'issue de la dépression qui était telle que voilà, je ne pouvais pas juste revenir à ça. Et je me rendais compte qu'en fait, ça me mettait vraiment dans une espèce de position quasiment schizoïde. Enfin, vraiment, je me reconnaissais plus là-dedans. J'avais l'impression que du coup, le rôle était complètement dévitalisé et qu'il était en train de s'artificialiser de plus en plus. C'est-à-dire que je jouais vraiment un personnage devant les élèves. C'était plus moi. Et ça, c'était un vrai problème parce que jusque-là, ce que j'avais adoré dans l'expérience de l'enseignement, c'était que ma personnalité profonde infusait l'enseignement et que du coup, c'était moi, Margot Méran, qui enseignait. C'était pas juste un enseignement impersonnel, anonyme. Et là, c'était plus possible en fait. Ça devenait justement quelque chose qui était vraiment un costume de professeur. Euh, et en fait, ben, je pense que la raison profonde de ça, c'est que je me suis mise à être vraiment attirée parce que je ne savais pas davantage que parce que je savais. Que pendant des années, au contraire, ce qui m'importait dans l'existence, c'était de savoir et de comprendre.
c'était de maîtriser le plus vite possible les situations. Je supportais pas qu'il y ait un problème non résolu. En un sens, un problème intellectuel non résolu était une source d'angoisse. Euh, et j'avais vraiment besoin de clarifier, j'avais besoin de mettre les choses dans des cases et enfin, ce que font tous les philosophes en général, quand même, hein, c'est très rassurant de cerner, de délimiter, de définir, enfin, de ranger, en fait, de faire ces opérations de rangement. Je ne dis pas qu'elles sont vaines pour autant, parce qu'en plus, je continue à les faire, évidemment. Enfin, je pars de la philo, je reviens toujours à la philo. Mais quand même, globalement, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un vrai plaisir. Enfin, oui, il y avait un vrai plaisir dans l'indétermination, dans la quête, dans la recherche en tant que telle, et même dans cette position finalement transitoire de non-savoir, qui est peut-être devenu ce qui m'intéresse le plus maintenant que le point d'arrivée. Et ça, je crois, et je suis désolée, j'arrêterai là parce que je suis un peu longue, mais c'est tellement caractéristique de la parole en analyse, parce que la parole du patient est une parole qui cherche. C'est pas une parole qui trouve immédiatement nécessairement. Il y a des séances entières qui peuvent se faire sur le mode de la pure recherche et ça ne se termine pas sur une position de savoir nécessairement. Et du coup, la psychanalyse n'est pas faite pour n'importe qui aussi en ce sens que, encore une fois, ça marche pour des patients qui peuvent tolérer ce doute, en fait, qui peuvent tolérer justement cette remise en question des choses qui ne se termine, qui n'est pas toujours couronnée par le succès du savoir, entre guillemets. Euh, et en fait, voilà, tant et si bien que du coup, j'ai changé de métier parce que, en fait, même quand on est psychanalyste, et même si le patient euh, se représente peut-être sur un mode magique ou illusoire, que le psychanalyste détient toutes les clés de la cure et que, voilà, il aurait une forme d'omniscience, de savoir. Bah, c'est pas vrai. En fait, le psychanalyste cherche avec le patient et il a peut-être des outils en fait pour chercher, mais il a des outils, il n'a pas un savoir à proprement parler. Et, et du coup, je crois que c'est vraiment, en fait, c'est la seule position dans laquelle je me suis retrouvée et que j'ai pu de nouveau trouver intéressante et stimulante intellectuellement et qui avait en plus le mérite d'être en correspondance avec la façon dont je me plaçais dans l'existence à partir de là. Et, et voilà, je crois que c'est vraiment c'est l'ensemble de ces raisons donc, qui a motivé un changement de métier. À ce moment-là. Ouais, d'accord. Et Mhm. quand je te parlais de, euh, oui, du fait que le professeur avait pas forcément, enfin, on pouvait, que c'était pas forcément condamné à cette position-là, quoi. Je pensais pas forcément au fait d'être dépassé par ses élèves, mais plus au Mhm. fait que, en fait, pour moi, alors c'est peut-être pas bien justement, mais parce qu'effectivement, il y a un moment où quand on est prof, il faut enseigner des choses enfin, comprises, claires, définies, comme voilà. Mais, Oui, mais en fait, moi, c'est pour ça que je veux être prof de philo. C'est-à-dire le côté doute, quête, recherche, pour moi, très bien. Mhm. c'est ça qui m'intéresse. Enfin, tu vois, bon, en fait, d'ailleurs, j'ai hésité avant d'aller en terminale entre le français et la philo. Enfin, pour moi, c'était un peu clair dans ma tête dès le collège que je serais soit prof de français, soit prof de philo. Euh, alors, vu qu'il y a la dimension aussi imaginaire et tout, enfin, dans le français et la littérature, c'est encore autre chose, mais bon, c'est sûr que quand on est prof au collège de français, il faut apprendre les règles de grammaire, voilà. Mhm. C'est un peu plus, de ce côté-là, c'est quand même un peu plus figé en fait en littérature qu'en philosophie, où ce qui m'intéresse déjà dans les cours particuliers, mais en plus dans ce que je m'imagine faire si jamais je deviens prof devant des classes en philo, Mhm. c'est de chercher avec eux, c'est-à-dire de traiter les sujets. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est toujours les mêmes sujets depuis la nuit des temps. Mais, et même s'ils sont pas forcément très aguerris d'exercice, s'ils n'ont pas beaucoup de connaissances, etc., le simple fait que ce soit d'autres êtres humains, ils vont y réfléchir d'une certaine manière, ce sera peut-être maladroit et tout, mais il y a des trucs dans ce qu'ils vont répondre qui vont me faire réfléchir auxquels j'aurais pas forcément pensé, tu vois, enfin, c'est ce que je me dis. C'est même ce que je constate avec les élèves en cours particulier. Là, mais peut-être au bout d'un certain temps, pas dès le début, parce qu'au début, ils savent juste pas du tout comment on fait. Mais au bout d'un moment, quand ils commencent à comprendre au moins ce que c'est que de réfléchir à un sujet, de réfléchir au terme, etc.,
En fait, alors forcément, quand tu as étudié des trucs, tu as les auteurs qui sont quand même un peu là, quelque part derrière. Mais j'essaie de me dire à chaque fois, enfin de poser d'abord de travailler d'abord enfin de faire d'abord travailler l'élève en fait sur le sujet. C'est lui qui parle, commence à parler. Et en fait, limite, enfin, c'est moi qui me sers de ce qu'il va dire pour répondre, pour continuer. Mais c'est d'abord lui qui travaille. Et là aussi, du coup, c'est une recherche ensemble en fait. Voilà. Mais du coup, je pensais plus à ça, pas forcément être dépassé par l'élève. Non, bien sûr, mais c'est Mais vrai. Et en enfin, fait, c'est marrant parce que moi, j'avais je eu trouve que discussion avec une collègue qui est pro de philo et psychanalyste et qui me disait que c'était pas forcément irréconciliable parce que justement, elle avait ça, ouais. concilié les deux. Et pour moi, ça l'était devenu, mais Hum, bon, peut-être justement parce que j'avais enseigné la philo de cette façon-là pendant plusieurs années, du coup, j'avais du mal à me départir de cette manière d'enseigner, mais surtout parce que en fait, honnêtement, je suis totalement d'accord avec la vision que tu viens de décrire, mais quand on doit enseigner la méthodologie de la dissertation, moi, j'ai vraiment un conflit de longue date avec certains exercices académiques, d'accord. la dissertation en particulier. Peut-être pas l'explication de texte, mais la Ouais. dissertation pour moi est un exercice que je trouve vraiment très peu intéressant. J'ai pris des années pour y réfléchir. J'ai vraiment essayé de tirer une certaine substance, un certain intérêt de cette façon de concevoir l'organisation du raisonnement. Mais ça ne me parle pas du tout. Donc, en plus, devoir enseigner ça, c'est-à-dire que malgré tout, Ouais. devoir avoir cette contrainte, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, il faut qu'ils développent leur pensée sous cette forme et pas une autre. Hum, Enfin, pour moi, ça cassait toute spontanéité dans le. Mais effectivement, on peut concevoir ça comme une recherche mutuelle, mais pour moi, pour pouvoir le concevoir vraiment comme une recherche mutuelle, il aurait fallu qu'il n'y ait pas cette contrainte formelle, par ailleurs, de la hum, dissertation qui reste quand même encore très centrale dans notre manière d'enseigner la philo, en fait. hum, Et du coup, ça faisait vraiment trop de bâtons dans les roues, même si, en fait, je suis d'accord avec toi sur le fait que, bien sûr, il n'y ait pas nécessairement, encore une fois, cette position dogmatique telle que je l'ai décrite. Mais en fait, d'ailleurs, vraiment, les dernières années, j'ai essayé de multiplier les hum. occasions d'apprendre de mes élèves et donc, enfin, et ou de réfléchir vraiment sur le moment avec eux. C'est-à-dire que, par exemple, j'allais faire des lectures chaque semaine. Mais du coup, ça, là aussi, c'est-à-dire que c'est un travail énorme pour réussir à faire en sorte que les heures de cours soient stimulantes. C'est-à-dire que, là, en un sens, si tu réécris pas tes cours en plus chaque année, là, c'est Ouais. vraiment la vie de l'âme, en fait. Et ça devient de la pure répétition, c'est quasiment mécanique. Euh, et du coup, j'ai essayé de faire vraiment des lectures chaque semaine pour improviser quelque chose à chaque fois sur le thème du cours à partir de la lecture que j'avais faite quasiment la veille. Et je m'efforçais de laisser ce raisonnement à l'état de fermentation la veille, de pas trop réfléchir à ce que j'allais dire et de l'improviser vraiment sur le moment devant mes élèves. Il leur permettait peut-être aussi plus de spontanéité de leur côté, parce que plus ton raisonnement est vivant et ouvert, plus les élèves en fait sont en sens désinhibés, plus toi-même tu es passionné par ce que tu dis, donc peut-être un peu plus dynamique aussi dans la façon de le dire. Enfin, voilà. Et tout ça crée des occasions effectivement de recherche à plusieurs. Mais bon, voilà, enfin, je veux dire, chaque heure de cours peut pas être construite sur ce modèle. Si tu as trois classes différentes, tu peux pas faire trois fois la même improvisation. Enfin, par définition, il y a un côté vraiment. Et voilà, moi, au bout d'un moment, je me retrouvais simplement plus dans ce métier, voilà, pour des raisons qui sont aussi, enfin, qui sont vraiment variées, même si, voilà, je conçois. Disons que vraiment le modèle de la séance en psychanalyse est tel que aucune séance ne peut ressembler à une autre. Et d'ailleurs, enfin, je veux dire, de ce point de vue-là, ça peut être aussi extrêmement déroutant. Enfin, c'est aussi pour ça que tous les psychanalystes peuvent dire que c'est un métier impossible, enfin, que c'est un Hum, métier impraticable, en fait. Et tu passes un peu ta vie à te demander comment tu es censé faire ce métier qui peut jamais faire l'objet vraiment comment dire, d'une rationalisation, d'une normalisation, d'une codification. Enfin, il y a pas un modèle d'après lequel tu pourrais faire en sorte que toutes les séances, justement, se déroulent de la même façon. Enfin, sauf à évidemment dire qu'il y a une contrainte de cadre, il y a une contrainte de temps. Ça, bien sûr, que tu peux l'appliquer. Mais outre ça, c'est pas vrai de dire qu'il y a une recette ou une formule que tu pourrais appliquer à chaque séance pour être certain voilà, d'avoir le même rendement, en fait, si tu veux, à toutes les séances. Donc, il y a aussi parfois quelque chose d'extrêmement déstabilisant. C'est-à-dire qu'en un sens, à l'éducation nationale, j'avais trop de répétitions
Donc aussi une position qui était trop confortable, c'est-à-dire que je savais trop comment les choses allaient se passer. Ça me permettait aussi parfois de ne pas avoir dormi la nuit et malgré tout de faire les trucs en pilote automatique. Ça, c'est pas possible en fait en tant que, enfin, bien que ce soit très difficile, hein, parce que encore une fois, quand on est face à un public, en fait, on n'est pas face à un ordinateur, donc c'est pas vraiment possible d'être fatigué. Euh, mais voilà, il y a l'autre extrême de la psychanalyse où chaque séance confronte à quelque chose de totalement inconnu, de totalement nouveau, qui ne se laisse jamais appréhender par des concepts prédéfinis. Enfin, donc parfois, il peut y avoir au contraire cette désorientation qui est liée au fait que la psychanalyse est peut-être la forme la moins conventionnelle de travail qui soit. Enfin, c'est-à-dire que ça répond pas vraiment, il n'y a pas vraiment ce que Freud appelait la contrainte de répétition. Enfin, et pourtant, Mm. c'est lui qui en parlait, mais et qui associait ça pardon, au travail. En disant en fait l'intérêt du travail, c'est que ça stabilise énormément les gens, en fait ça les stabilise émotionnellement parce que ça crée un ordre euh, par cette sorte de contrainte de répétition et donc au bout d'un moment, l'individu n'est plus obligé de mobiliser à chaque fois sa conscience, sa volonté ou sa réflexion dans l'exécution des tâches parce que ben voilà, enfin, il y a quand même mais il n'y a pas vraiment cette dimension de contrainte de répétition dans la psychanalyse ou très peu. Et peut-être que je verrai les choses différemment avec 20 ans de métier, mais je crois pas qu'il puisse y avoir quelque chose vraiment de cet ordre-là. Mm. Et je pense qu'il faut s'inquiéter d'ailleurs s'il y a un truc de cet ordre-là qui se met en place. T'es en train de me dire ça. Ouais. Oui. Donc, donc oui, donc parfois il y a vraiment aussi cette position vraiment très bizarre du psychanalyste qui a le sentiment d'avoir un métier et de ne pas en avoir un tout à la fois. Enfin, c'est vraiment c'est une position sociale qui n'en est pas une en même temps. Euh, c'est très particulier à cet égard, mais et moi c'est peut-être ça c'est peut-être justement cette désorientation qui m'intéresse le plus finalement. Et peut-être qu'il faut avoir vécu cette désorientation à un niveau très profond, l'avoir acceptée en un sens pour pouvoir ensuite euh, en faire un métier. Enfin, ou en tout cas faire un métier qui suppose encore une fois une bonne dose de désorientation chaque jour. Mhm. Alors, toujours par rapport à la dernière fois, je me suis rendu compte enfin, j'avais déjà remarqué sur le moment, mais il y a une question en fait à laquelle tu n'avais pas vraiment répondu. Mhm. C'était, du coup, je l'ai reposé, mais oui, parce que là, tu as parlé du fait que c'était un peu programmé, Mhm. la façon dont tu as conçu les choses. Voilà. Et tu avais dit, je trouve ça un peu effrayant d'ailleurs, euh, presque enfin, de voir que c'était programmé comme ça. Du coup, je t'avais demandé pourquoi effrayant, mais en fait, t'as pas vraiment Ah oui. Mais j'ai même répondu. pas le souvenir que tu m'aies posé cette question en fait, donc tu vois, je Enfin, l'ai même pas entendu. bah, Euh, en fait, tu m'as répondu en me disant parce que je trouve ça un peu curieux, mais c'est tout. Ah, j'ai dit Ap- ça? Ah oui, d'accord. Ok. Bon. Après, t'es parti sur la musique. D'accord, ouais. Oui, oui, Mais oui. du coup, tu peux pas Effrayant. dire pas grand-chose. Ouais, non, non, mais je pense que oui, effrayant peut-être. Ben, ce qui est peut-être un peu effrayant, c'est d'avoir ce niveau-là de certitude par rapport à ce qui t'intéresse dans la vie, enfin, hein, par rapport à ce que tu veux faire. C'est un peu troublant par rapport à d'autres gens Ouais. qui mettent plus de temps à trouver ou qui ensuite doutent du fait d'avoir trouvé. C'est vrai que moi, j'avais ce truc-là de il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Il y a peut-être quelque chose d'un peu. Et Euh, oui, pardon? non, rien, enfin, rigide, je sais pas. Oui, il y a peut-être un truc un peu rigide, oui. Enfin, en fait, en tout cas, non. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de rigidité parce que comment dire, euh, parce que, en tout cas, ensuite, sur le chemin, enfin, au cours de la formation, je suis quand même tombée sur plein d'obstacles et plein de choses qui m'ont fait douter des décisions que j'avais prises mais il y a un niveau parfois d'autodétermination, dire au sens une espèce de parfois de normes internes qui me paraît très fort.
Et où, du coup, effectivement, si quelque chose au niveau de... euh, ouais, voilà, j'ai le sentiment de savoir ce que je veux faire souvent et de pas forcément être très, très ouverte pas forcément être très influençable de ce point de vue-là. Et peut-être ce niveau-là de détermination interne est un peu, peut-être un peu troublant. Je ne sais pas exactement d'où ça me vient, mais en fait, et tu parles du chant, enfin, apparemment j'avais enchaîné avec le chant, mais quand je chante, par exemple, j'ai une idée très très précise de ce que je veux faire, de la façon dont ça doit sonner, enfin, la façon dont je veux l'entendre, ce que je veux entendre exactement. J'ai une vision esthétique très claire. Et, et c'est vrai que, alors maintenant je le fais moins, par le passé j'étais capable de répéter, répéter, répéter pendant des Mm. heures jusqu'à ce que ça donne exactement ce que j'avais à l'esprit. Et il y a peut-être effectivement ce côté un peu maniaque Mm. avec mélangé à du perfectionnisme, il y a une forme de rigidité que oui, peut-être, enfin, peut-être que je m'en suis un peu départie avec les années malgré tout. C'est-à-dire que quand les choses se passent pas exactement comme je voulais qu'elles se passent, ou quand il y a un élément justement qui vient troubler, enfin, ou que peut-être d'ailleurs je suis sensible à une sensibilité esthétique extérieure à la mienne, quelqu'un, enfin, je me laisse quand même plus facilement convaincre maintenant du fait que non, ça pourrait être mieux comme ceci ou comme cela, ou que c'est peut-être intéressant que voilà, qu'il y a eu un détour ou quel est le terme que je cherche? Quelque chose qui soit une sorte de hors-piste en fait, mais je ne sais pas comment, j'arrive pas à retrouver le mot, mais une déviation, voilà, une Mm. déviation par rapport à ce que je voulais. C'est vrai que j'avais ce trait dans la personnalité, et même je me rappelle les premières séances d'analyse que j'ai faites quand j'avais 18 ans. Le truc caractéristique, c'est que je commençais quelque chose et il fallait que j'aille quelque part. Et j'avais beaucoup de mal à me laisser justement détourner de ce... Voilà. Ouais. Et justement, ce qui a été intéressant, c'est quand j'ai commencé à vraiment à déambuler un peu sans but, enfin sans savoir ni où j'allais, ni si j'allais quelque part. C'est là que la parole est devenue beaucoup plus intéressante et beaucoup plus libératrice pour moi, parce qu'il y avait effectivement cette contrainte au départ de devoir absolument, justement, encore une fois, savoir m'orienter. Mm. Alors, on ne peut pas renoncer tout à fait à ce trait de personnalité non plus, parce que c'est quand même bien d'avoir parfois un certain niveau de conviction interne, savoir un peu ce qu'on veut dans la vie, mais Voilà. peut-être que moi, je savais un peu trop. Peut-être que moi, je le Voilà. savais un peu trop, je savais un peu trop certaines choses, enfin, je croyais savoir justement avec un peu trop de fermeté. Euh, et les choses étaient closes, et voilà, Mm. peut-être que c'est pour ça que je dis c'est un peu effrayant, oui, c'est un peu. Parfois, c'est un peu effrayant et je préférerais savoir un peu moins ou être un peu, voilà, être moins angoissée à l'idée de ne pas savoir. Ce Oui, qui est quand même plus ou moins le développement que j'ai suivi. oui, d'accord, là, ok. Du coup, je comprends mieux, mais parce que de toute façon, on pouvait l'entendre, mais c'est vrai que ça peut étonner parce qu'on se dit, bah, c'est plutôt bien de savoir ce qu'on veut dans la vie et de Oui, travailler pour. Mais oui, du coup, là, je comprends mieux. oui, c'est ça. Et Euh, c'est ce qu'on m'a souvent dit, oui, c'est ce qu'on m'a souvent ouais. dit. Et en fait, moi, je trouve qu'on passe à côté d'un certain nombre de choses quand même quand on est comme ça, malgré tout. Parfois, je préférais avoir un certain flegme. Je préférais Mm. avoir une personnalité plus flegmatique euh, que j'ai en fait en partie, hein, mais c'est du coup comme une nature profonde, mais qui a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à ressurgir justement et à pouvoir contrer un peu les exigences de l'autre nature en fait, qui est beaucoup plus déterminée et même un peu obstinée, quoi, Mm. un peu entêtée. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a plutôt une espèce de conflit entre les deux, enfin, qui parfois, voilà, D'accord. j'ai trouvé un équilibre en fait entre les deux et j'ai plutôt les deux élans en moi qui se manifestent. Euh, c'est vrai que c'est très, c'est marrant parce que ouais, euh, oui, non bref, non, j'allais faire une parenthèse, mais ça nous emmènerait trop loin, donc voilà, je m'arrête là. D'accord. Mais oui, la dernière fois aussi.
j'avais relevé que tu proposais des sortes de, enfin, des marches thérapeutiques, des choses comme ça, ou faire des activités qui étaient devenues impossibles. Tu m'avais dit que finalement, t'avais pas, enfin, que personne n'avait demandé ça. C'est toujours le cas ou... Mhm. Oui, oui, c'est toujours le cas. D'accord. Et je l'ai supprimé moi-même parce que oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de demande par rapport à ça et qu'en fait, l'essentiel des demandes, c'est une psychanalyse sous une forme assez classique ou alors des entretiens d'orientation psychanalytique, mais pas vraiment Mhm. ces activités. Donc non, ça, c'est pas vraiment ce que je fais. Donc, quoi que je trouve toujours l'idée assez intéressante. Euh, voilà. Euh, d'accord. Alors, bon, je passe un peu à chaque fois du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Euh, il y a une expression qui euh, m'interpelle, c'est celle d'acte analytique. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, vraiment? Pourquoi cette expression-là, sous cette forme-là? Et à quel endroit tu l'as trouvé en fait dans mes textes? Je sais pas à quoi tu te Non. réfères exactement. Alors, non, peut-être, j'ai l'impression que c'est une expression enfin, connue et utilisée. Je pense que c'est plutôt, j'ai dû l'entendre dans la bouche Mhm. de gens comme André Green. Mhm, mhm, mhm. Euh, Je voilà. sais pas dans quel contexte en fait, honnêtement, j'aurais plutôt besoin du contexte à chaque fois pour te dire quel sens ça a à mes yeux. Euh, je sais pas où tu as trouvé cette expression récemment, un peu comme les actes transférentiels, tu veux dire, ou cette idée-là d'acte en fait, Mais, d'un acte dans le cadre de la cure. En fait, j'imagine que c'est un acte transférentiel. Moi, c'est plutôt souvent cette expression que j'entends. Je sais pas vraiment. je vais peut-être Mhm. mettre de côté du coup, mais c'est ça que justement, je l'ai entendu, mais sans forcément savoir ce que ça voulait dire. Le contexte, en tout cas, m'aidait pas forcément à comprendre, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui définit simplement le fait de faire une analyse, quoi. Mhm, mhm, Mais bon. mhm. Enfin, en tout Ok. cas, je trouve l'expression intéressante, mais je la comprends pas. C'est le fait que je vais Tu veux pas dire de... l'acte comme engagement dans la cure? Oui, voilà. Enfin, oui, le mot d'acte. Genre, en même temps, je vois pas bien ce que ça veut dire, acte analytique. Et en même temps, je trouve intéressant le fait de parler d'acte. Mhm, mhm. Je suis plus familière de l'idée d'acte, encore une fois, transférentiel, Différentiel. et de quelque chose ouais, qui se traduit par un acte. Et donc, puisque effectivement, parmi les matériaux soumis par les patients, il n'y a pas seulement la parole, mais aussi une série d'actes ou de choses qui passent par du langage non verbal. Mais l'acte analytique en lui-même, je ne vois pas vraiment à quoi ça renvoie de façon conventionnelle. Euh, Mais du coup, tu penses à quoi dans ce qui n'est pas l'ordre de la parole, dans l'acte transférentiel? euh, alors ça peut être, enfin, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses en fait. Enfin, tout ce qui se passe à l'intérieur de la séance et qui n'est pas strictement ce que le patient dit consciemment, on va dire, une fois qu'il est allongé sur le divan. Donc, ça peut être une façon de se tenir, ça peut être le fait de rester assis, par exemple, sur le divan et de jamais vraiment s'allonger. Ça peut être ça peut être au niveau des gestes, ça peut être les intonations qui changent aussi. Mhm. À mesure que la séance évolue, il y a des façons de parler. Euh, il y a des façons de répéter parfois en fait des choses qui ont été entendues et du coup qui sont dites avec là aussi avec un rythme, avec une intonation très très différente. Donc il y a c'est comme s'il y avait vraiment plusieurs épaisseurs de voix, enfin vraiment plusieurs voix étagées qui apparaissaient dans la séance et parfois des changements au niveau de la respiration. Mhm. Euh, et donc ça peut être une remarque à la fin de la séance, ça peut être dans la façon de payer, ça peut être le rapport à l'argent. Enfin, c'est Mhm. différentes choses en fait qui, euh, qui évidemment du coup peuvent être analysables en fait sans que ce soit directement quelque chose qui est consciemment euh, en fait soumis par le patient à travers la parole, en sachant qu'évidemment la parole elle-même véhicule toutes sortes de choses qui ne sont pas consciemment communiquées par le patient.
Alors, vu qu'il reste moins d'une minute et trois questions, euh, bah, on s'arrête là. Ah, d'accord. Un Oui, peu. oui, trop Mais, de moins de minutes. toute Ouais. façon, Mm. attends, en plus, si jamais j'éteins avant que ça finisse, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'attendre 10 minutes. Ah, J'essaye.